Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission d'Arrêt sur Image en partenariat avec Next Impact. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on a invité un grand témoin, Louis Joinet. Vous le connaissez peut-être pas, mais je vais vous expliquer pourquoi on l'a invité. Quand je me suis intéressé à vous, j'avais déjà entendu parler de vous, je savais que vous aviez contribué à rédiger la loi informatique et liberté, mais en m'intéressant à vous, j'ai vu que vous aviez été au cœur de plusieurs affaires ou plusieurs scandales. Le fichier Safari, qui était une énorme base de données de fichage généralisé de tous les Français, ce qui a entraîné la création de la loi informatique et liberté à laquelle vous avez participé, mais également le contrôle des écoutes téléphoniques clandestines et illégales des services de renseignement. Vous avez contribué à rédiger la loi. Vous avez visité des centaines de prisons et contribué à faire libérer des milliers de prisonniers politiques et certains considérés comme des terroristes. Vous avez contribué à faire la paix avec un grand nombre de terroristes ou de personnes considérées comme terroristes en France, et notamment les Brigades Rouges et un certain nombre d'autres mouvements terroristes qui étaient présents sur le territoire national. Et en fait, très peu de personnes vous connaissent, et vu toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui autour d'informatique, liberté, sécurité, vie privée, la transparence, les lanceurs d'alerte, votre parcours a fait qu'on voulait vraiment vous inviter, et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère ne pas vous décevoir. Oh, je pense pas. Petite biographie, vous êtes né en 1934 à Nevers, vous êtes fils d'épicier. En 1944, vous avez 10 ans, et là, vous assistez à une scène qui un peu vous a traumatisé. À Mademoiselle Denise. Mademoiselle Denise. Oui. Vous pouvez raconter ce qui s'était passé ? Ah bien, Mademoiselle Denise, c'était la coiffeuse du quartier. C'était votre coiffeuse pour dames, mais elle coiffait les enfants, elle mettait une petite planche. Ouais. On était sur le trône, et j'adorais, elle sentait bon, elle donnait des bonbons, et puis c'était une belle blonde. Et puis arrive la Libération, j'entends du bruit près de la banque, près de chez moi, je me précipite, et je vois, il y avait un espèce de plateau avec une chaise, des gens autour, et cette femme était assise au milieu, on tirait ses cheveux, on les coupait, et je reconnais Mademoiselle Denise. Elle était tendue. Alors, ça m'a bouleversé, je suis précipité vers ma mère, qui m'a dit qu'elle était collaboratrice. En réalité, elle avait un amant allemand. Ouais. Parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'à l'époque, il n'y avait plus d'hommes en France. Ils étaient ou STO, déportés ou prisonniers. Et la vie étant ce qu'elle est, il y avait des relations amoureuses qui se créaient. Ouais. Et c'est là qu'est née votre sensibilité, votre passion pour le droit à la justice et votre désir de devenir avocat ? Le droit à un procès équitable. Oui, à l'époque, je voulais être avocat. Et d'avoir vu cette personne, parce que les gens étaient, mais c'était atroce. Et les gens riaient, dès qu'il y a une mèche qui tombait, c'était des applaudissements. Un décharnement de violence. Oui, ça c'était terrible. Puis j'étais jeune, hein. 10 ans. Donc ça m'a marqué ou aidé toute ma vie. Pour devenir c'était une bonne formation pour être juge. Ensuite, alors, un truc qui m'a bien fait rigoler, c'est que vous avez triché pour avoir le bac. C'est qu'au moment où vous piochez un des 3 sujets, et au lieu de donner le bon au professeur pour qu'il vous dise alors, c'est quoi la leçon, vous aviez appris une seule leçon, et en fait vous avez pris le bon, vous l'avez mis dans votre poche, et vous avez récité la leçon que vous aviez appris, mais qui n'était pas celle qui était sur le bon. Oui, j'étais un peu joueur, hein, dans ma jeunesse, et je l'ai même été, hélas, à un moment. Mais oui, il y avait une petite boîte, j'ai pris un ticket, il y avait deux questions. Oui, il y en a une que je ne connaissais pas et l'autre que je connaissais. Celle que j'ai retirée, celle que je ne connaissais pas, je l'ai mise en main. Et puis j'ai pris l'autre et j'ai réussi. Comme quoi on peut faire du droit. Et c'est-à-dire qu'il faut être du sang-froid, il ne faut pas qu'il vous demande le papier. Donc, vous arrivez à Paris, vous commencez des études de droit, et pour financer les études de droit, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous devenez pion, et là vous découvrez des enfants en difficulté, ça commence à vous intéresser. Lors d'un colloque, vous assistez à une conférence sur pourquoi ne pas devenir éducateur de rue, et là vous arrêtez les études de droit, vous devenez un des 2 premiers éducateurs de rue professionnels en France. Exactement, oui. À l'époque, je suis bénévole, parce qu'il n'y avait pas de professionnel, j'ai dû être bénévole 2-3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, le professeur Flavigny, qui était le créateur de cette association, m'a proposé de devenir professionnel. Et donc, j'ai fait République, la bande de Répu, comme on disait. Et la bande des Halles. Et alors, les Halles, c'est là où je suis resté le plus longtemps. Les Halles à l'ancienne. Hein. Ouais. Et alors, pour donner le niveau de la violence que ça peut être des bandes de jeunes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, vous racontez que dans la bande des Halles, il y en a 6 qui sont morts de mort violente, de règlement de compte. Oui, c'était par rapport à la violence actuelle.
il y a beaucoup de morts qui sont dans des conflits entre la police et la délinquance. À l'époque, je n'ai même pas le souvenir d'un qui a été tué par un policier. C'était des règlements de compte de bande. Ils se tuaient entre eux. C'était lié à des... Il n'y avait pas la drogue en plus. Hein. J'ai eu le tout début à la drogue bien plus tard au Aubervilliers. Non, c'était des problèmes de terrain, beaucoup de problèmes de filles. Filles prostitution ou filles... Non, celui qui aime bien une fille et qui a l'autre qui veut l'aimer, les jalousies, des choses comme ça. Et vous expliquez que cette expérience d'éducateur de rue, ça a également complètement changé votre vision du droit, parce que la majeure partie des avocats, et a fortiori des magistrats, ne voient de délinquants que quand ils arrivent au tribunal, alors que vous avez commencé votre carrière en travaillant avec des délinquants. Ah ben, oui, je vivais. C'est simple, ma journée, le matin, je partais d'abord faire un peu la tournée de 2 ou 3 appartements pour s'assurer qu'ils sont levés, pour aller au travail. Ça, c'est capital. Et puis après, j'allais rue Greneta. Il y avait un bistrot qui était le quartier général. Et là, ils arrivaient vers 10h, 11h. Et on commençait à faire le point sur des démarches, des choses comme ça. Trouver du travail, surtout trouver du travail. Les accompagner. Et puis, vers 6h de l'après-midi, c'est là que ça commençait à chauffer. C'est là où ils commençaient s'il y avait des coups à faire. Vous faites la guerre d'Algérie, vous revenez, vous reprenez des études de droit en cours du soir, et vous devenez major de votre promotion à l'école de magistrat. Oui, grâce à Tibéri. Grâce à Tibéri. C'est assez drôle, parce que je veux reprendre mes études de droit, et il y a un magistrat qui faisait des travaux dirigés, à la sortie, il me dit « Vous devriez devenir juge des enfants ». Je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, j'étais au chômage parce que j'ai eu un désaccord avec l'association qui m'employait comme éducateur et j'avais démissionné. Et alors là, c'est étonnant. Et je lui ai dit, mais ma femme fait sa thèse, on a déjà 2 enfants. Il me dit, il y a des bourses. Il m'envoie voir un magistrat qui me dit, voilà, faites un dossier. Puis je m'aperçois que c'est pas suffisant. Je lui dis, je regrette. Mais il me dit, revenez me voir, il y a une commission spéciale pour les méritants, si je puis dire. J'y retourne, j'ai eu la bourse, c'était Tibéri. Tibéri, à l'époque, était magistrat, mais il n'était pas du tout politique. Il dirigeait le centre qui coordonnait la formation des futurs éditeurs. C'est très drôle parce qu'on s'est retrouvés par la suite. C'est un jour sur les Champs-Élysées, parce que, il y a toujours une gerbe à déposer à la tombe du soldat inconnu. Les Turcs, les Arméniens, tout ça, et personne ne veut y aller. Moi, j'aimais bien y aller. Ça va vous paraître bizarre, mais j'aimais bien connaître les anciens combattants. Et la tradition, c'est le maire de Paris, Premier ministre. Et donc, le maire de Paris était représenté par Tibéri, et Premier ministre par moi. Donc, il y a une photo tous les deux. Tout ça, c'est de l'anecdote. Vous avez un coup de bol, entre guillemets coup de bol monumental. En 65, vous commencez un stage et vous êtes nommé auprès d'un juge qui va instruire l'affaire Ben Barka. Donc là, vous allez être au cœur de cet appareil politico-judiciaire. Vous découvrez que les juges ne sont pas vraiment indépendants, tout est contrôlé par les procureurs, tout remonte au ministre, et vous décidez de fonder en 1968 le syndicat de la magistrature pour mettre plus de transparence au sein du ministère de la Justice, et parce que vous expliquez qu'à l'époque, le ministère de la Justice, c'était la Grande Muette. La Grande Muette, c'était pas que l'armée. C'était comme c'était comme l'armée, la Grande Muette, oui. Mais la création du syndicat, elle a 2 raisons. Il y a 2 générations qui se sont croisées. La mienne, pour moi personnellement et quelques amis, c'est la guerre d'Algérie qui était l'origine du syndicat. Parce qu'on avait vu fonctionner la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a justice coloniale là-bas, mais ce n'était pas des juges militaires, c'était des vrais juges comme nous. Et quand on voyait ça, puis qu'on arrivait... Il n'y a pas eu l'état de guerre en Algérie parce que ça permettait d'éviter de respecter les conventions de Genève et d'avoir la Croix-Rouge qui vient vérifier. On disait les événements d'Algérie. Alors nous, quand on arrive à l'école de magistrature, quand on parle de Montesquieu, l'indépendance et tout ça, on a eu envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et je n'ai pas de regret. D'avoir créé le syndicat de la magistrature ? Non. Et on en arrive à l'informatique. En 72, vous créez une cellule de recherche sur l'informatique. C'était un placard. On vous a mis dans un placard pour vous, ou c'est vous qui avez eu l'idée, ou comment ça s'est passé ? Non,
J'ai toujours quand j'arrivais quelque part, j'essayais d'abord de voir ce dont personne ne veut s'occuper. Et personne ne voulait s'occuper de l'informatique. Si, il y avait mon collègue Leclerc, mais c'était quelque chose complètement à part. Or, je découvre qu'au Conseil de l'Europe à Strasbourg, il y avait 2 comités d'experts qui travaillaient la question et personne n'avait envie d'y aller. Donc moi, j'étais volontaire tout de suite, j'y suis allé, je me suis fait une place, j'ai même présidé parfois des groupes. Et donc, j'ai vu, ça c'est en les années 60, 66. Donc, je me forme. Et puis, j'ai la chance de connaître Philippe Lemoine, un grand spécialiste d'informatique. Qui est aujourd'hui vice-président de la CNIL. Qui est vice-président de la CNIL, qui à l'époque était à l'INRIA, Institut National de Recherche sur l'Informatique, je crois, qui m'a formé. Et quand j'arrive au ministère de la Justice, après avoir été à Melun, on me demande de prendre le secteur. Au début, ça s'appelait les conséquences de l'évolution technologique sur l'évolution du droit. C'était de savoir la preuve. Est-ce qu'une microfiche peut servir de preuve dans un Voilà, procès ? c'était à l'époque, je commence avec les microfiches. Est-ce que les photocopies peuvent être une preuve ? Il y avait des fiches perforées, tout ça. Mais très rapidement, on est passé à la numérisation. Et donc, c'est là que j'ai été choisi pour diriger ce service dans lequel j'étais le seul. Alors, ce qui était passionnant, c'est que j'étais devenu assez spécialisé pour mes fonctions au Conseil de l'Europe. Je connaissais tous les 5-6 Joannais, si je puis dire, de Suède, d'Allemagne. On était un petit club de 7-8. D'accord. Et comme personne ne s'intéressait à la question, on a eu une marge incroyable. Mais c'était quoi les questions que vous posiez par rapport à l'informatique ? Moi, par exemple, j'allais à une réunion au Conseil de l'Europe, je n'avais pas d'instruction, il n'y avait personne pour m'en donner, ils ne connaissaient pas le sujet. Ah. Donc je me donnais mes instructions. J'exagère un peu. Mon idée, c'était d'arriver à quand même faire que l'État s'y intéresse. Mais s'intéresse à quoi exactement ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro-ordinateur, il y avait quelques gros ordinateurs. Quand même, ça commençait. Hein. Oui. Mon stage à l'INRIA, il y avait déjà des ordinateurs. Mais c'était surtout dans le public, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait dans le privé. Et puis, il y a eu, c'était très important, commençait à émerger dans la société civile des organisations d'informaticiens qui commençaient à réfléchir à leur propre instrument de travail. Et notamment, je crois que c'était C3I, s'appelait, qui a fait un travail considérable. Et donc, qu'on a associé d'ailleurs, parce que l'élaboration de la loi, elle s'est faite grâce à un parlementaire de droite, qui est le sénateur Thiraud, qui m'a fait une confiance absolument incroyable. Et on peut dire que la loi, elle a été faite en liaison d'ailleurs avec des collègues allemands, parce qu'on voulait que la loi française devienne un peu une matrice européenne. Ce qu'elle est un peu devenue par ailleurs. Oui, pour échapper à l'anglo-saxonisme. On voulait qu'il y ait une approche latine. Et c'est ce qu'on a réussi. Alors, la loi, en fait, elle est la résultante d'un scandale, qui est le scandale Safari. C'est entre autres résultant d'un scandale qui est le scandale Safari. On regarde un extrait d'un reportage d'Antenne 2, présenté par Bernard Rapp en 1976, qui présente le scandale. Tout commence en 1974. Un certain projet Safari jette l'émoi dans les milieux politiques d'abord, dans le public ensuite. Un émoi bien compréhensible si l'on sait que derrière l'exotisme du mot se cache en fait un système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il s'agit dans un premier temps de centraliser au ministère de l'Intérieur, grâce à un puissant ordinateur, près de 100 millions de fiches réparties dans les 400 fichiers des services de police. Pour certains, c'est la porte ouverte à la mise en fiche des citoyens. En effet, en rassemblant les données enregistrées dans les mémoires et les fichiers des divers services publics ou parapublics, tels que services de police, ministère de la Justice, ministère des Armées, Sécurité sociale, banque, etc., en rassemblant ces données, on peut, d'une seule pression sur un bouton, tout savoir sur un individu. Pour éviter les abus que cette pratique pouvait entraîner, M. Messmer, alors Premier ministre, mettait en place une commission intitulée « Informatique et liberté ». Alors, ce que raconte pas le reportage, c'est qu'en fait, c'est parti d'un article qui a été publié dans Le Monde, écrit par Philippe Boucher, Safari ou la chasse aux Français. Chasse aux Français. Et qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour, c'est vrai ? Ah oui. Et alors, moi, un truc que j'ai jamais su, c'est que Safari... le journaliste laissait entendre que c'était des informaticiens
du ministère de l'Intérieur qui avaient fait fuiter l'information. Mais c'était déjà des lanceurs d'alerte, un peu comme Snowden. Je peux vous confirmer, oui. C'est des informaticiens du ministère de l'Intérieur qui ont sorti l'info. Et alors, c'est des informaticiens qui croyaient en leur travail d'ailleurs, mais qui sentaient qu'on voulait en faire dire plus qu'il n'était nécessaire. C'est toujours le problème quand ils conçoivent des systèmes informatiques. Ils essaient, pour un but précis, ils essaient toujours de donner plus de possibilités à faire ça pourrait être utile un jour on appelle pour autre function chose. creep en anglais, c'est le fait qu'il y a la fuite en avant. finalité. C'est sur ce plan-là, d'ailleurs, que moi je m'étais opposé à la carte d'identité automatisée. Alors, on en parlera tout à l'heure de la CNI. Et l'article citait également un haut magistrat. Selon la confidence faite par un très haut magistrat, ça concernait 100 millions de fiches réparties dans 400 fichiers au sein de l'administration française. Oui. C'est l'interconnexion de ça. Enfin, le projet Safari visait à interconnecter tous ces fichiers. Pas fichiers. aussi formel que ça, oui. D'accord. Oui, oui. Et alors, vous, Safari, vous l'avez découvert dans la presse ou comment ça vous étiez au courant avant? Non, moi j'ai su qu'il y avait eu des informaticiens qui ont informé Philippe Boucher. Philippe Boucher a préparé un article, Safari ou la chasse aux Français, et m'en a fait part. Avant publication? Oui, pour que je sache que ça allait sortir, qu'on ait le temps de... Et pourquoi est-ce qu'il vous avait contacté? Parce que je le connaissais depuis très longtemps sur le sujet, oui. Ok. Il était un des rares journalistes qui s'était intéressé à fond à ça. Sur les questions informatiques et liberté. Ah oui, vraiment. Et, alors, et ce qui était important, c'était que ce soit des informaticiens, parce que on y reviendra après, peut-être quand j'ai été viré, mais j'ai été soutenu beaucoup plus par des informaticiens que par des juristes. Parce que moi, mon but, c'était d'alerter les informaticiens. Les juristes, ils sont là, les libertés en danger et tout. Les informaticiens, ils sont penchés sur le truc, ils ne se rendent pas compte. Donc c'était très important de provoquer une prise de conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc j'ai développé des contacts beaucoup plus avec les informaticiens qu'avec les juristes. Et comment ils réagissaient? Ils comprenaient la portée politique. C'était intéressant, oui. Ce qui m'a beaucoup touché, je peux le dire, quand j'étais viré, des comités de soutien qui sont créés partout dans le monde. Il y a eu des comités d'informaticiens. Ça, c'était pour moi capital. C'était pas qu'un problème de droits de l'homme. C'était de dire, on a un instrument dangereux. Oui. C'est la loi est dans le code informatique. Voilà. Et celui qui a la main sur le code a la main dans la loi. Et alors, vous dites que ça a fait scandale dans le monde entier, c'est-à-dire que... Enfin, j'exagère peut-être. Mais c'était quoi qui faisait scandale? C'était le souvenir de ce qui s'était passé pendant l'occupation? Le titre de Philippe Boucher était absolument génial. Safari. Oui, mais ça, Safari, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait décidé de l'appeler Safari. Ils ont toujours, maintenant ils sont un peu calmés, mais ils ont toujours, ils essaient de choisir ils baptisent leur système pour que ça fasse une image. Le fichier du contre-espionnage s'appelle Christina. Voilà. Le fichier DRG, c'était Edwige. Et là, c'était une énormité, Safari. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut voir le contexte. On est début 74. Oui. Fin 73, il y a eu le scandale des micros cachés au Canard enchaîné. Oui. C'était Raymond Marcellin, qui était le ministre de l'Intérieur, qui avait sauté. Et là, Safari, ça échoua à Jacques Chirac, qui passe du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, le gouvernement demande un rapport, c'est le rapport Tricot, et vous êtes chargé de rédiger une partie de ce rapport. Ça, c'est ma grande surprise. Tricot, qui était un grand personnage, ancien secrétaire général de l'Élysée, pas spécialement mes opinions. De Gaulle. Et un vrai gaulliste, oui. Parce que vous avez une image de juge rouge. Souvent, on vous a présenté comme un juge rouge. Moi, j'étais plutôt rose. Enfin, ouais. Ça dépend quel jour. Et donc, j'ai reçu un coup de téléphone et il me dit « Je voudrais vous choisir comme rapporteur sur l'international ». Il m'explique la mission qu'on lui a confiée. Comment, au niveau international, les lois intègrent ces problématiques informatiques et liberté. Donc, moi, j'ai fait tout le rapport Tricot. Il y a 2 ou 3 volumes, dont un qui est sur l'international. Et alors, c'est quand même un homme extraordinaire. Il me fait venir au Conseil d'État. Il m'explique ce qu'il attend de moi. Puis il me dit « Sortez votre agenda ». Et il me fixe un rendez-vous, on devait être au mois de mars, René-Moir le 16 septembre à 17h. Il vous fout la paix, rien. Vous rédigez le rapport, je rédige, il n'en change pas une ligne. Il n'en change pas une ligne. Ouais. Ça, c'est classe. Hein. Grand homme politique. Quand vous avez ça, vous faites confiance quand même. Et puis, c'est extraordinaire.
Moi, j'étais marqué par le syndicat de la magistrature, j'avais été viré déjà 2 fois. Au sens où vous avez déjà été un peu ostracisé par l'appareil. Oui, j'avais été ostracisé. Enfin, dans le tribunal où j'étais à Melun, ils avaient refusé de m'installer. Et on verra que ça se reproduira après. Suite à ce rapport Tricot, il y a un autre rapport qui est fait pour préparer la loi Informatique et Liberté. Vous êtes chargé aussi de préparer la loi Informatique et Liberté. Vous assistez à l'Imperfit, qui est le ministre qui, en 78, porte cette loi-là à l'Assemblée nationale. Et vous êtes avec lui pour essayer... Alors, vous n'êtes pas du même bord politique. Oui. Et à l'époque, c'était quoi les lignes de tension? Parce que moi, je me souviens, j'ai lu les débats, et il y avait des gens de droite qui voulaient une loi Informatique et Liberté parce qu'ils fustigeaient les fichages politiques qu'il y avait dans les mairies communistes, où il y a plein de gens qui ne trouvaient pas de travail s'ils n'étaient pas encartés au Parti communiste. A contrario, il y a plein de gens qui disent « Mais regardez, souvenez-vous du fichier des Juifs, si jamais on autorise des mégabases de données comme ça, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» C'était quoi les grandes lignes de force à l'époque, dans ces fins des années 70 ? D'abord, il y a eu un débat sur le fichier. Dans la modernisation des fichiers, faut-il des fichiers de population ou pas? Alors là, moi, je connaissais bien la question, je l'avais étudié en Hollande, je suis radicalement contre, parce qu'un fichier de population... C'est quoi un fichier de population? C'est le fichier, et en plus, vous devez donner votre adresse. Et donc, si vous changez d'adresse, il faut déclarer la nouvelle adresse. Et s'il y a eu autant d'arrestations en Hollande de juifs, c'est qu'en Hollande, le fichier d'état civil était un fichier de population. En plus d'avoir le nom, prénom et la date de naissance, il y avait l'adresse. Quand j'ai fait l'enquête sur le fichier des Juifs, je me suis aperçu, j'ai vu même les notes de la Gestapo, que j'ai récupérées à l'époque dans les archives du commissariat aux questions juives, qu'il y a eu de la perte en ligne, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des policiers très antisémites, hein, mais il y en a d'autres qui faisaient traîner... Ce que vous expliquez en fait, c'est que la Gestapo a eu du mal à organiser, c'était très lourd à organiser, notamment la rafle du Veldiv et un certain nombre de rafles comme ça de juifs, et qu'il y avait plein de fichiers, il y avait plein de trucs, et qu'à cette occasion, il y a eu des fuites, ça a été lent, et donc il y a plein de juifs qui ont réussi à s'enfuir. A contrario, donc quand vous dites que vous avez travaillé sur le fichier juif, c'est qu'en fait, il y a eu un projet de carte nationale d'identité informatisée qui a été proposé, parce que comme ils ne pouvaient pas faire le fichier Safari, ils ont proposé de faire une carte nationale d'identité informatisée, et donc là, on vous a demandé d'enquêter sur le fichier des juifs, pour savoir... Non, ça n'avait pas de rapport. Ça n'avait pas de rapport. Non, l'enquête sur le fichier des Juifs, c'était lié à l'actualité. On l'a d'ailleurs retrouvé, c'est pas nous d'ailleurs. C'est Klarsfeld qui a retrouvé... Klarsfeld, qui est remarquable. On a découvert qu'il n'était pas caché, il était au fichier des anciens combattants. Et qu'il s'en servait pour arriver à donner des pensions aux Juifs qui... C'était pas du tout par antisémitisme, c'était pour pouvoir faire valoir les droits. Enfin, c'était un peu plus compliqué, disons. Et dans le fichier, ce qu'on appelle le fichier juif, vous racontez également qu'on a trouvé aussi des homosexuels, des Roms, des Tziganes, qui étaient fichés et dont le fichier a été utilisé pendant l'occupation pour les déporter. Ah ben oui, des Roms, des homosexuels, oui. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a en plus, ils étaient fichés parce qu'ils étaient homosexuels, francs-maçons et résistants. Oui, ça se cumulait. Ouais. C'était... Triple peine. Mais c'était comme une circonstance aggravante. Ouais. Et puis, voilà, après, alors ça a été repris en compte par, je crois que c'est la Caisse des dépôts qui a nommé quelqu'un, il y a eu une grande enquête qui a été faite. Il y a eu une polémique après, savoir si c'était le fichier. Oui, mais globalement, ça a été bien, ça a demandé 4-5 ans, mais ça a été bien géré. Et vous racontez également qu'il y avait des fichiers de couleurs différentes. En fonction du type de fichier, c'était une couleur différente pour pouvoir s'y reconnaître plus facilement. Non, c'est-à-dire qu'il y avait la nationalisation des biens juifs, la confiscation, pardon. Il y avait des fiches, c'était pour arrêter les gens. Il y avait des fiches, c'était peut-être pour les proches. Et donc, elles étaient de couleurs différentes. Et je découvre, quand j'ai fait l'enquête au commissariat aux questions juives, aux archives, c'est incroyable. Il y a un rond de cuir qui a fait une petite note à son supérieur hiérarchique, et il met des bristoles de différentes couleurs. Il en met des roses clairs, rouges, verts, matin, puis il en met 2 avec des couleurs différentes, puis il lui demande de choisir la couleur pour les juifs qu'on a arrêtés, pour les biens juifs. Vous préférez que les juifs arrêtés, on les mette en rose ou on les mette en jaune? C'est ça. Et le type demande ça. Enfin, c'est... Ouais. Alors,
Sur la carte nationale d'identité et sur la loi informatique et liberté, c'était donc, il y avait cette perspective, enfin, le souvenir du fichier des Juifs, mais c'était aussi comment ça s'était passé pendant l'occupation qui a présidé un peu au débat. C'était quoi la crainte à l'époque? La crainte de la carte d'identité, c'est que on fasse une carte qui serait extensible pour avoir d'autres fonctions par la suite. Donc on prévoit de pouvoir mettre des informations qu'on ne va pas mettre dans un premier temps, mais qu'on peut mettre après, etc. Pour faire des profils, pour faire, etc. Et alors moi, je m'en suis rendu compte, je dois dire qu'il y a eu des inquiétudes chez certains informaticiens de l'intérieur, et j'ai à fond, j'ai fait des notes expliquant que ça peut-être, ça oui, ça non, ça attention et tout. Et du coup, ça a bloqué, ça n'avançait plus, ça indisposait le ministre de l'Intérieur, je ne sais plus lequel c'était, peut-être encore Marcelin, je ne sais plus. Et là, ben, on a commencé à me dessaisir, à pu demander mon avis. Ouais. Ils n'ont pas osé me virer, mais ils m'ont marginalisé. Et c'était assez drôle de voir qu'ils s'y prenaient mal. Bon, on va le raconter tout à l'heure avec ce qui s'est passé à la CNIL. La loi, elle a été facile à adopter? L'opinion publique et les parlementaires ont... Relativement, oui. Parce que avec Thiraud, on avait énormément joué le pluralisme. On avait associé des députés de tous les groupes. Ouais, c'était pas partisan. C'était pas partisan. C'était pas comme la loi sécurité et liberté à l'époque. C'était l'idée, attention, vous allez tous être fichés. Oui, donc, alors il y en a qui sont peut-être un peu plus que d'autres, mais donc de ce point de vue, on a même réussi, ça a été abandonné par la suite, je ne sais pas, qu'il y avait des parlementaires dans la commission. Ça, il a fallu se battre avec Thiraud pour qu'il y ait maintenant de la majorité et de l'opposition. Oui. Et dès la première, il y a eu un député de l'opposition, socialiste, qui était Forny, l'avocat, qui a fait un travail extraordinaire. Oui. Considéré comme un des pères aussi de la loi informatique. Il y avait des vrais débats. Je ne sais pas s'il y en a encore maintenant, mais il y avait des vrais débats parce que il y avait une diversité politique. Et vous vous étiez débrouillé pour faire de telle sorte que le président de la CNIL soit élu par les membres de la CNIL et non pas désigné par les autorités. Quand j'ai rédigé la loi... Pour lui donner plus d'indépendance et plus de poids. J'ai fait un peu par surprise, comme si ça allait de soi. Et puis évidemment, il y a eu des réticences, parce que si vous allez les lire... parce qu'en France, les autorités indépendantes, le président est toujours nommé par le président de la République, ou le Premier ministre. Et là, ben non, on le faisait élire. Et alors ça a été très dur, mais on a tenu jusqu'au bout. Et Thiraud, notamment, qui à l'époque était vice-président, qui deviendra ensuite président. On a bien vu que c'était l'image de l'indépendance qui était là. Alors, 78, donc, adoption de la loi, création de la CNIL. Une des premières décisions du président de la CNIL, c'est de vous nommer directeur de la CNIL. C'est cela. Vous êtes le directeur exécutif. Oui, on fait tout. D'ailleurs, on recherche des locaux, on crée un statut, on recrute des fonctionnaires. Les débuts de la CNIL, c'était quoi? Vous avez fait quoi? Parce qu'il y avait tout à faire. Ah ben, le début de la CNIL... C'était quoi les priorités? Ah ben, les priorités, c'était d'abord de trouver un local. Ouais, c'était de créer un statut, de recruter des bons techniciens, juristes, et puis d'avoir une politique de communication. Vous étiez combien? Pardon? Au début, vous étiez Au combien? début, on devait être 8-9. Il faut préciser que la loi informatique et liberté, c'est la première loi de ce type dans le monde. Il y avait une loi avant en Suède, mais qui n'était pas d'autant de portée, et qui a servi ensuite effectivement de socle pour un bon nombre de lois informatiques et liberté dans le monde. C'est vraiment pionnier. Elle a servi d'autant plus que, par la suite, au Conseil de l'Europe, c'est moi qui ai été élu président du groupe qui a rédigé la Convention européenne. Alors vous la Convention 108. Le Conseil de l'Europe, l'OCDE, la Convention de l'ONU, vous avez été président ou vice-président de partout. De tout, mais parce que c'est les gens qui le souhaitaient. Et dans le même temps, une des premières décisions quand vous êtes nommé directeur de la CNIL, c'est vous demander une mise à disponibilité du ministère de la Justice, et vous n'avez jamais eu la mise à disponibilité. Non, c'est-à-dire qu'il fallait faire un statut de fonctionnaire spécifique, et le temps que ça se fasse, c'est long, les consultations. Donc j'étais détaché je demandais d'être détaché du ministère de la Justice. Et il ne voulait pas? Et on ne me détachait pas. Et pourquoi il ne vous détachait pas? Ah bien, parce que dès le début, il y a eu un barrage pour pas que je sois nommé. On vous avait demandé de rédiger le rapport Tricot, vous avez rédigé la loi informatique et liberté, vous aviez des perfits.
Oui, mais Et à la fin, on dit « Oh non, pas lui ». Au début, moi, je ne me faisais pas remarquer, personne ne me voyait, donc moi, je bossais dans mon coin avec Thiraud. Et puis, un beau jour, il y a des gens qui ont commencé à s'inquiéter, notamment les gens des services de renseignement. Quand on a commencé avec Thiraud à se préoccuper des fichiers de la DGSE et des RG et de la DST, ça devait être en 80. Ouais. Et de savoir que c'était Joannet, sur qui ils étaient très renseignés, allait s'occuper de ça. Et ils ne se rendaient pas compte qu'il valait mieux avoir quelqu'un qui avait de l'expérience que quelqu'un qui est bureaucrate. Moi, je suis bien d'accord que les services de renseignement, ils ont besoin de fichiers. Ce que je ne veux pas, c'est les abus, c'est les dérives. Et donc vous liez le fait de vous être intéressé aux fichiers de renseignement avec le fait qu'en retour, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues et... Parce clairement, on essaie de vous mettre dehors. Les ampoules... C'est exactement ce qui s'est passé. Le fichier des renseignements généraux, ça a été bizarre. Rocard tenait beaucoup à ce qu'on les... C'était sous Rocard, à ce qu'on ait un bon statut. Ouais. Je m'en occupe avec le préfet de son cabinet. Puis je pars en vacances et à peine arrivé, Rocard me fait rappeler en me disant il faut revenir d'urgence. Alors, il y a eu une polémique qui avait commencé sur ce fichier. Alors, soit des gens qui trouvaient, les ONG trouvaient qu'on fichait trop, soit les gens de la police qui trouvaient qu'on était trop transparent, enfin, etc. Alors il a fallu remettre à plat ce texte et on est reparti toujours, mais à ce moment-là, je ne sais pas qui, mais quelqu'un a vu avoir ma peau. C'était plutôt d'ailleurs des parlementaires ou les gens des fonctionnaires. Alors ça a commencé, on ne m'a pas détaché du ministère. On ne changeait pas vos ampoules quand il y avait une ampoule grillée dans votre bureau, vous étiez plus convié aux réunions. Vous racontez que l'attaché de presse de la CNIL, qui était une ancienne pigiste à Minute, est venue s'enquérir de votre santé et vous a demandé de démissionner. Et oui, elle me disait, vous êtes bien fatigué. Vous auriez dit, Michel, j'ai dit oui, je me demande si je suis. Et alors vous racontez que... le coup. Qui est-ce qui vous a dit obstinez-vous Qui est-ce qui vous a dit obstinez-vous non, ça c'est moi. C'est vous, d'accord. Parce que vous avez décidé que c'est hors de question que je démissionne, parce que je veux les pousser à justifier le fait qu'ils me virent. Toute ma vie, jamais j'ai démissionné. J'attends toujours qu'on me vide. Si vous êtes vidé, ce problème, il est aux autres, il n'est pas à vous. Ouais. Donc, et ça, c'est une règle que j'ai toujours respectée. Et ça, c'est arrivé le 20 décembre 1981. Oui. Un décret paru au journal officiel, signé par Valéry Giscard d'Estaing. Sans que je sois prévenu, oui. Sans que vous soyez prévenu. Vous annonce votre mutation et on vous envoie même un gendarme, un motard de la gendarmerie. Oui. C'est votre fille qui ouvre la porte pour vous convoquer séance tenante dans votre nouvelle affectation. Oui, que séance tenante, je dois rejoindre mon poste auprès du procureur de la République au palais de justice. Et ça, ça fait la une du journal télévisé de TF1 le 21 décembre 1980. On regarde un extrait. Louis Joannet a-t-il vu plus loin qu'il ne lui était permis de voir? Ses prises de position déplaisent. Il est muté quelque temps après et cette décision fait scandale. Ce magistrat, plus soucieux de justice que de carrière, n'a jamais caché ses idées. On lui avait demandé de s'occuper de la commission informatique et liberté. Cette commission n'a pas failli à sa tâche et elle a publié certaines conclusions parfois dérangeantes. Pour beaucoup, ce soir, ce nouveau déplacement d'un magistrat décidé par le ministre de la Justice met en cause la garantie d'indépendance des juges. Le premier président du syndicat de la magistrature. C'est un immense tollé. La presse française et internationale prend fait et cause pour ce magistrat trop indépendant. Tout le monde dénonce ce limogeage déguisé. Et là, vous racontez également que vous avez eu des comités de soutien au Brésil, des informaticiens, oui, en Suède. Et comment vous expliquez le fait qu'il y a eu des comités de soutien comme ça pour défendre le directeur de la CNIL? C'était 8 personnes. D'abord, le club, si je puis dire, des pionniers, Jan Fries en Suède, l'allemand, l'anglais, on y croyait vraiment et on a profité de toute cette période où les politiques s'en occupaient pas tellement pour faire avancer au maximum les protections des libertés. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir ce problème, on a tout de suite alerté mes collègues
j'étais sur le point d'être vidé, quoi. Et alors que la loi française était devenue quelque chose une sorte de modèle qui se développait en Europe. Et donc, il y a eu des comités qui sont créés. Alors le Brésil, c'est différent parce que j'avais mes fonctions à l'ONU et je m'étais beaucoup battu contre la dictature. Voilà, ce que j'ai pas raconté, c'est que via Stéphane Hessel, vous êtes devenu un expert à l'ONU. Pendant des années, avant et après les années 70, vous avez donc visité plein de prisons, vous avez lutté contre les disparitions forcées, essayé de faire libérer des prisonniers politiques, d'où le fait que vous avez des ramifications un petit peu partout dans le monde. Exact. Beaucoup de gens ont mon numéro de téléphone. Quelques mois plus tard, Mitterrand gagne. Donc là, tous les débats, et une des promesses d'ailleurs, pour remettre en contexte, une des promesses de campagne de Mitterrand, c'était d'en finir avec la loi sécurité-liberté. Alors, il y a peu de gens qui aujourd'hui savent ce que c'est que cette loi sécurité-liberté, qui pourtant était au cœur de tous les débats politiques sur ces questions, justement, de jusqu'où aller trop loin dans la défense de la sécurité, jusqu'où renier un peu de vie privée pour plus de sécurité, qui sont des débats qu'on a depuis 15 ans. Mais moi, volontairement, j'ai pris mes distances sur cette loi, non pas que pour l'approuver, mais je ne voulais pas m'en occuper. Je voulais donner toute ma priorité sur la loi informatique et liberté. Ça faisait un mélange. Les gens, puis j'en bavais quand même, hein, j'avais des attaques, et donc je ne voulais pas en rajouter. Mais c'était le climat qui était... À un moment dans le livre, vous parlez qu'il y a l'État qui opprime et il y a l'État qui libère. Et vous, de tout temps, vous êtes toujours placé du côté de l'État qui libère. Oui, c'est rare d'ailleurs qu'il libère vraiment, mais quand il le fait, ça vaut le coup. Donc, au moment de l'élection de François Mitterrand, vous devenez conseiller à Matignon, où vous allez vous occuper énormément d'affaires de terrorisme. Ça se passe comme ça. Ce qui est assez étonnant, passer de l'informatique et liberté au terrorisme. Ce qui est intéressant. Je suis juriste d'abord, donc là où il y a du droit. Mais ça se passe comme ça. Mauroy rentre du Conseil des ministres, c'était 4 ou 5e Conseil des ministres, surtout au tout début. Il me fait venir, et il me dit voilà, c'était la question des Italiens. Les terroristes italiens, enfin les brigadistes. Les brigadistes en tout genre. Voilà, brigadistes qui sont venus se réfugier en France. Et que l'Italie dont l'Italie réclamait l'extradition. Il y avait des mandats d'extradition, et le président a décidé de ne pas les extrader à une double condition. 1, il renonce à la clandestinité. Et 2, il renonce à la violence politique pour l'avenir. Et Mauroy me dit, proposez-moi une stratégie. C'est ce qu'on appelle un mandat en blanc. Hein. Et vous avez fait quoi? Donc, tout de suite, j'ai pris contact avec les avocats des Italiens, en particulier Henri Leclerc. Grande figure de la Ligue des droits de l'homme, par ailleurs. Oui. Et puis, on a essayé de les convaincre qu'il fallait sortir de la clandestinité. C'était pas facile. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais déjà une petite expérience. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, certains voulaient absolument qu'il signe une lettre comme quoi il renonçait à la violence politique. Signer, ouais. Ça, c'est impossible. J'ai participé à plusieurs accords de paix, vous ne pouvez pas demander ça. Donc, on a fait ce qu'on appelle la procédure des listes, avec la coopération des avocats, qui n'ont pas été tout à fait d'accord au début, parce qu'ils avaient peur qu'on les qualifie qui coopèrent avec la police. Hein. Donc, tout extradable, qui donnait son nom, par l'intermédiaire de l'avocat. On le communiquait au ministère de l'Intérieur, cabinet et justice, et s'il donnait son nom sans donner son adresse, ça valait renonciation implicitement à la violence politique pour l'avenir. Paradoxalement, vous avez créé un fichier terroriste sans que ce soit un fichier avec les adresses des brigadistes, mais au moins le nom. Exactement, et ça a été un étonnement à la police d'ailleurs au début, parce qu'ils ont découvert qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient là qu'eux ne le savaient. Mais j'en parle un peu en plaisantant, c'était dur, hein, c'était de les convaincre, parce que c'est Mauroy, quand il me fait venir, il me dit voilà, quand on réfléchit, c'est quelle stratégie?
La lutte contre le terrorisme, parce qu'on était en plein dedans à l'époque. Hein. Il y avait la Salah, et on a complètement oublié. La Salah, c'était les Arméniens. Les Arméniens, Il y avait le quand TA. le Front de libération de la Bretagne, ils n'arrêtaient FLB. pas de faire des attentats. Je m'en suis occupé aussi. Il y avait les Basques, il y avait le FLNC, les Corses et tout. Et mon roi me dit, on va renforcer les services de répression. On a créé l'ASDAT, je crois que ça s'appelait. Sous direction de l'action terroriste. Oui. Ou antiterroriste, pardon. Mais il faut lutter contre la violence politique également par un moyen politique. Et c'est à ça qu'il m'a demandé de réfléchir. Et moi, je tenais beaucoup à ne pas être associé à la répression. Je n'étais pas du tout contre, c'est indispensable, mais je tenais beaucoup à ce que ce soit une approche politique. Et donc, c'est comme ça que j'ai été appelé à m'occuper des Basques, du FLNC, surtout la Nouvelle-Calédonie, etc. Et alors, c'est toujours le même problème. Il y a cette fameuse phrase de Mitterrand qui m'a toujours guidé. Le problème politique du terrorisme est certes de savoir comment on y rentre, mais il est surtout de savoir comment on en sort. Et je dois dire que ça peut paraître bizarre, mais mon expérience d'éducateur de rue m'a beaucoup aidé. Ouais, vous expliquez que le simple fait déjà d'engager un dialogue, de parler avec quelqu'un, même avec qui on n'est pas d'accord, le simple fait de faire ça, c'est déjà un processus de paix. Alors, ce qui est compliqué en politique, c'est que vous avez toujours des faucons et des colombes. Le problème n'est pas de les diviser. Vous constatez qu'ils sont souvent divisés. Et vous avez ceux qui sont pour la guerre, la victoire au bout du fusil, et il y a ceux qui sont pour la lutte armée, pour créer un rapport de force, et ensuite négocier politiquement. C'était le cas au Salvador, par exemple. Vous avez eu le cas à l'ETA, à un moment, il y a eu ce qu'on appelait les polymilies politico-militaires et les milies étant les plus forts, les polymilies ont été exclus. Donc quand c'est les faucons qui veulent avoir le pouvoir au bout du fusil, ça réussit rarement. Alors il ne faut pas commencer à être contre la violence politique, il faut évoluer pour que la violence politique aboutisse à un rapport de force pour une négociation politique. Alors ça peut être choquant que le juriste que je suis dise ça, mais je l'ai vécu tellement dans tous les conflits, vous savez. Et est-ce que vous pensez que c'est adaptable à ce qui se passe en ce moment avec le djihad ? Je pense que c'est extrêmement différent. Je n'ai jamais eu à m'occuper du terrorisme moyen-oriental, sauf épisodiquement. Là, j'aimerais être éducateur de rue en ce moment, d'ailleurs. Mais je pense que... Mais ils ont préféré mettre Sarkozy préférait mettre des caméras de vidéosurveillance que des... Oui, non, mais ça, pourquoi pas, mais fondamentalement, d'abord, il faut bien comprendre que les victimes essentielles du djihadisme, c'est des musulmans. Ouais. Le nombre de morts chez les musulmans est considérablement plus élevé que chez les non-musulmans. Et la deuxième chose, parce que j'avais commencé à m'intéresser à l'islam quand j'ai fait des visites dans un pays en Iran, au Bahreïn et autres, j'ai visité les prisons. Et je pense que la solution, elle sera très longue, mais elle passe par les musulmans eux-mêmes. Et donc, quand se développera à l'intérieur de l'islam une réflexion sur, je ne vais pas dire la modernisation de l'islam, mais une réflexion, c'est très compliqué à expliquer. Jusqu'en 70-72, il y a eu dans l'islam une réflexion, une pensée qui essayait d'adapter l'islam au monde moderne, sans trahir la charia, sans... Et puis, à partir de 72, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à visiter des prisons de clercs. Je me souviendrai, ça m'a frappé en Iran. En Iran, il y avait des tribunaux religieux. Et quand je visite la prison de clercs à Evin, qui est le grand complexe pénitentiaire, je m'attendais à trouver des gens qui avaient eu de la pédophilie, de la corruption, je ne sais quoi. C'était essentiellement des imams qui avaient été condamnés pour une interprétation erronée de la charia. Et c'est dans cette prison en Iran que vous avez découvert une prison secrète par ailleurs. Pardon ? C'est dans cette prison, c'est en Iran, à Evin, que vous avez trouvé une prison secrète. Oui, c'est à partir de là que j'ai découvert la prison secrète, mais qui n'était pas des clercs. Là.
Et donc, vous dites déjà en 72, c'était des imams qui avaient une interprétation rigoriste. C'est-à-dire que quand tu as commencé à avoir une réflexion d'une approche moderne de l'islam, ils se sont fait... Moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste, j'ai perdu de vue tout ça, mais je sens très bien que c'est les musulmans qui se sauveront. Et qui vous nous pensez sauveront, que qui nous sauveront. Le fait de mettre des djihadistes qui reviennent de là-bas, de les mettre en prison, de les condamner à la prison, c'est quelque chose qui peut contribuer à leur déradicalisation ? Vous savez, je suppose que ce sont des gens qu'on essaie de convertir pour les manipuler. Hein. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment, mais c'est clair quand même qu'il y a une instrumentalisation. Quoi. C'est tellement facile de provoquer le terrorisme par des gens isolés. On continue le tracé historique. Fin des années 80, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour une affaire d'écoute téléphonique. Et il y a Michel Rocard qui vous demande de travailler à la mise en place d'une loi pour encadrer les écoutes téléphoniques. Alors, et ce qui est assez rigolo, c'est que vous racontez que vous vous êtes retrouvé à visiter le GIC, donc c'est le groupement interministériel de contrôle. Le centre d'écoute, oui. Le centre d'écoute mis à la disposition des services de renseignement, où les services de renseignement demandent à faire des interceptions administratives, donc des écoutes téléphoniques, et vous vous retrouvez à les visiter, mais également à organiser des visites avec des journalistes. Oui, c'est-à-dire que on avait commencé sous Mauroy. Mauroy avait décidé de faire une réglementation des écoutes. Il n'y avait pas de loi à l'époque. C'était le président Schmelk, un très haut magistrat qui faisait cette commission. On a fait du bon travail, enfin je pense, mais ça n'a pas abouti. La loi n'a pas été adoptée. C'est-à-dire qu'il y a eu la crainte des services de renseignement, donc le rapport n'a pas été rendu public. Il a été décidé de le communiquer au président des groupes parlementaires, puis ils en feraient ce qu'ils voulaient. Ils n'en ont rien fait. Et quand Rocard arrive, moi j'étais plus dans son cabinet, puis j'avais plus envie. Je m'étais déjà fait de cabinet, Mauroy, Fabius, c'est une vie infernale. Hein. Et Rocard m'appelle et il me dit, écoute, tu viens pour t'occuper des écoutes et puis après, je te libère. Et donc, je m'attaque au sujet que je connaissais bien, puis j'avais étudié sous Mauroy. Et là, j'ai eu un mandat en blanc. Quoi. Donc, pour moi, je lui ai dit, le plus important, c'est d'abord de faire comprendre aux gens que c'est dans leur intérêt. Les gens des écouteurs. Ouais, les gens des services de renseignement, du GIC. On ne va pas supprimer, car c'était la crainte. Hein, quand on ne supprime pas les écoutes, quand on leur donne un cadre légal. Un magistrat qui débarquait, ils ont dit, oh là, on va nous supprimer. Donc, c'était des décisions passionnantes. Hein. Et puis, il y a eu cette anecdote incroyable. J'ai d'abord convaincu Rocard qu'on fasse venir des parlementaires, puis ensuite des journalistes. Et puis, le jour où il a visité les journalistes, Louis-Marie Horault du Canard enchaîné s'était trompé d'horaire. Et alors, j'ai demandé à Rocard de lui faire une visite spéciale. Et il a donc eu une visite spéciale. C'était assez drôle. Mais ce qui était formidable, c'est que, d'abord, j'ai beaucoup regretté parce qu'on m'a trompé. On ne m'avait pas montré réellement ce qui se passait avec alors la ça, cellule. c'est l'affaire des... Mais juste avant que vous parliez de Oui. l'affaire des écoutes de l'Élysée, en quoi c'est l'intérêt des services de renseignement d'accepter d'être contrôlés ? D'accepter qu'il y ait une loi pour les D'abord encadrer. parce que, je résumais par une phrase d'une femme, quand j'ai fait mes adieux, elle m'a dit, monsieur le conseiller, je ne saurais trop vous remercier, parce que maintenant j'ai pu dire à mon mari ce que je faisais, nous ne sommes plus des hors-la-loi. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est... Vous voyez, ça m'a beaucoup touché. Dans une démocratie, qu'on ne soit pas hors-la-loi... Que les gens qui font ça ne doivent pas être des hors-la-loi. Sachant qu'ils sont là pour Et protéger donc, les il faut qu'il y ait Français. un statut, qu'il y ait un minimum de transparence, oui. Et ça a été difficile de faire adopter cette loi, et qui a aussi créé la Commission nationale de contrôle et d'interception de sécurité, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Non, je pense que ce qui a beaucoup facilité, c'est qu'on a fait déjà tout ce travail du temps de Mauroy, qui avait échoué. Ouais, qui avait préparé le terrain. Et donc, ça a aidé. Non, ça a été compliqué, mais pas outre mesure. Alors tout à l'heure, vous évoquez le fait qu'on vous a trompé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous visitiez le GIC, on vous montrait des fiches qui étaient aussi avec différentes couleurs.
Et en fonction des services de renseignement qui demandaient de procéder à telle ou telle écoute téléphonique, et il y avait des fiches blanches. Oui, il y en avait 5. 5 fiches blanches. Dans une boîte. C'était quoi ces fiches blanches? Je m'étonne de voir ces fiches blanches. On me dit non, mais c'est rien. D'ailleurs, vous voyez, il y en a très peu. C'est la cellule antiterroriste de l'Élysée. Et bon, moi, je prends note, je prends acte. Et puis, j'en rends compte à Rocard. Et bon, apparemment, on nous a trompés, puisque j'ai appris par la suite qu'il y a eu des centaines d'écoutes. C'était les fameuses écoutes de la cellule antiterroriste ordonnées par Mitterrand pour notamment protéger sa fille, entre autres. Et où ça a vraiment fait scandale pour le coup. Et vous ne les aviez pas vus passer? Et non. Raté. Et la visite de Louis-Marie Ayrault, ça s'est passé quand? Parce que la visite de Louis-Marie Ayrault, parce que celui qui aujourd'hui est devenu rédacteur en chef du Canard enchaîné, qui visite un centre d'écoute téléphonique, ça devait être assez cocasse quand même. Non, mais il n'y a rien à cacher. Un centre d'écoute téléphonique, ce qu'il y a à cacher, c'est ce qui s'écoute. Mais pour moi, c'était important de sortir de ce sentiment d'être hors la loi qu'avait le personnel. Sachant qu'il y avait un côté sulfureux également, parce que le GIC a été construit sur la base, c'était la Wehrmacht. C'était ce que la Wehrmacht avait mis en place pendant l'occupation pour écouter les téléphones, qui a ensuite été récupéré par les services de renseignement français. C'est pas logique, hein, c'était des lignes téléphoniques qui avaient été souterraines, je crois. Oui, on peut le dire, mais enfin... C'est pas... Je ne sais pas comment faisaient les écoutes sous la Résistance. On en arrive aux années 2000, et moi j'avais une question à vous poser. Je ne sais pas si vous aviez suivi la refonte de la loi informatique et liberté en 2004, mais en 2004, en fait, donc il y a eu une directive européenne en 95 qui visait à la libre circulation des données personnelles. Donc c'était pas tant pour protéger les données personnelles des citoyens européens que pour permettre aux administrations et aux entreprises de pouvoir faire circuler ces données personnelles au sein de l'espace européen. Cette directive a été transposée en droit français en 2004, et là il y a eu un changement majeur. D'un côté, la CNIL a plus de pouvoir pour contrôler les fichiers privés, mis en place par les entreprises privées, mais de l'autre côté, on lui coupe la possibilité d'interdire les fichiers... Surtout pour les fichiers de renseignement. Les fichiers policiers, les fichiers de sûreté, ou les fichiers... Alors que la loi informatique et liberté avait été créée pour protéger les citoyens du fichage policier. Or, depuis 2004, la seule obligation qu'a le gouvernement, c'est de publier l'avis au journal officiel, mais il a pu en tenir compte. Comment vous l'avez vécu, ça? Je l'ai vécu comme vous, en le lisant dans la presse et en le regrettant. Et vous pensez qu'il faudrait changer la loi pour revenir à ce qui se passait en 78? Ce qu'il faut bien comprendre dans notre esprit, le rôle de la CNIL, c'est certes de réglementer, mais surtout, pas surtout, mais également de provoquer, de pouvoir provoquer des débats. C'est-à-dire que les recherches que l'on fait, on est saisi d'un projet de fichier, on fait écoute, on précède à des auditions, on fait un rapport, ça crée un débat. Mais à partir du moment où vous allez restreindre le rôle de la CNIL, que vous ne diffuserez que ses avis une fois que tout est fini, il n'y a plus de débat. Et donc, de ce point de vue, ça a été une regrettable réforme, de mon point de vue. Ouais. Et à ce titre, comment vous avez vu également les révélations Snowden? Parce que là, on est au cœur terrorisme, informatique, liberté, espionnage, lanceur d'alerte. D'Edward Snowden. Oui. Parce que vous aviez signé une tribune libre avec Philippe Boucher et Philippe Lemoine à l'été 2013, où vous appeliez la France à accorder une protection juridique pour Edward Snowden, et vous appeliez également la France à soutenir des systèmes de chiffrement des mails pour que les gens puissent se protéger. Pour vous, il y a un avant et un après Snowden? On peut le dire comme ça, oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça change? Non, mais le problème, c'est faut-il un statut du lanceur d'alerte? Bon, moi je suis un pour, puisque j'en ai moi-même lancé. La difficulté, c'est peut-on être lanceur d'alerte quand on travaille à l'intérieur de l'État? Ça, c'est la vraie question à laquelle j'ai été confronté. Et j'ai une position qui est la suivante. Quand l'État fait une réforme, à laquelle vous êtes associé par exemple, prenons le cas d'une bonne réforme. Bon, la réforme, c'est des débats, il y a des réunions, il y a le Parlement, etc. Puis une fois qu'elle est votée,
La tendance des États, c'est toujours de reprendre d'une autre main ce qu'il a donné. Donc on ne prend pas les décrets, où on en diminue la portée, où on nomme des gens qu'on va contrôler aux responsabilités, etc. Et donc, moi, je dis publiquement, quand j'étais à Matignon, quand je sentais que des manœuvres de ce genre se faisaient, j'alertais. J'alertais les ONG ou des journalistes, mais évidemment, pas des gens qui vont vous instrumentaliser ou faire du populisme. Mais pour moi, c'était très important parce que quand l'État fait une réforme qu'on espère bonne, il faut l'obliger à respecter sa parole. Or, il vote la réforme, il a tendance à la récupérer, à la diminuer, etc. Et sur quoi vous aviez alerté, par exemple? Pardon? Sur quoi vous aviez alerté? En quoi vous aviez été lanceur d'alerte, par exemple? Il y a eu de multiples cas. Quand j'étais chargé de la réforme sur l'objection de conscience, quand vous avez un moment où on veut éviter ci, on veut éviter telle forme de statut, vous alertez. Quand il y a eu la réforme du statut de réfugiés politiques, c'était du temps de Fabius, je crois. Vous prévenez les ONG que ce qui est acquis va être mis en cause. Et donc elles font... Je n'ai jamais lancé une alerte pour qu'on fasse des choses qui aillent au-delà de ce que l'État faisait. Mais toujours pour amener l'État à respecter sa parole. C'est pas antidémocratique. Et pour vous, Snowden, c'est un héros ou c'est un traître? Parce qu'il y a eu tout ce débat où c'est un idiot utile, comme disait M. Urvoas. Je me rends plus bien compte. Est-ce que... Parce que c'est grisant, vous savez, de rendre public des choses. Alors, est-ce que c'est son goût du jeu, ou est-ce que c'est une conviction profonde, comme moi j'ai toujours fait par conviction profonde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que ces phénomènes se développent. Et vous appeliez, dans une de ces tribunes, à une régulation mondiale au niveau informatique et liberté, parce que tout à l'heure, au début de l'entretien, vous disiez que vous vouliez promouvoir une conception latine du droit informatique et liberté, et pas anglo-saxonne. Est-ce que vous nous expliquez la différence entre les deux? C'était qu'il y a la conception anglo-saxonne qui règne sur le monde. Et je voulais que se développe également la conception latine. Parce que on est beaucoup plus sur des formes de réglementation que sur, comment dire, de la... J'oublie le mot. Les anglo-saxons, ils ont tendance j'oublie le mot. C'est la FTC, c'est la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui encadre ce qu'on pourrait appeler un droit informatique et liberté. Grosso modo, c'est on donne le droit à Google de faire ce qu'il veut avec nos données personnelles. Ça, c'est la conception un peu caricaturale, mais du droit informatique et liberté américain. Alors qu'en France et en Europe, la conception, c'est beaucoup plus une conception où on va protéger le citoyen par rapport à ce qui va être fait de ses données personnelles, que ce soit par les administrations ou par les entreprises privées. Soit on les protège, soit on fait confiance à celui qui les utilise pour qu'il les utilise. Je ne sais pas comment. Je voulais par ailleurs vous faire réagir sur un extrait d'un colloque. On était en 1979, c'était à l'université expérimentale de Vincennes, devenue Paris 8. C'était un colloque organisé par Michel Foucault sur le nouvel ordre intérieur. Non, c'était par le syndicat de la magistrature, mais dans lequel il y avait Michel Foucault. Dans lequel il y avait Michel Foucault. Et on va vous écouter parce que j'avais 2-3 questions à vous poser sur ce que vous aviez dit à l'époque. L'immense majorité des informations de fichage sur notre propre compte, c'est nous qui les donnons. Et pourquoi nous les donnons? Parce que nous en attendons un droit. Ça n'est pas une obligation légale d'être fiché. Mais si on ne donne pas les informations pour l'être, on n'obtient pas sa bourse, son inscription, on n'obtient pas une prestation sociale, etc. Quand on prend un fichier qui a pour but de définir les enfants à risque sous-entendu social, c'est-à-dire ce qui inclut le concept de déviance. On s'aperçoit que les informations qui sont contenues dans ce type d'application sont beaucoup plus sociales que médicales. En réalité, le fichier gamin, bien qu'il relève du ministère de la Santé, n'est pas du tout un fichier de santé. C'est beaucoup plus proche
au niveau de la technique des informations recueillies, d'un fichier de police. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans cet extrait, c'est qu'on est en 1979, et déjà, vous commencez à dire que la majeure... directeur de la CNIL à l'époque. Vous êtes le directeur de la CNIL, vous intervenez à côté de Foucault, et vous expliquez déjà que la majeure partie des données, c'est nous qui les donnons. Oui. Et ce qui, effectivement, c'est le cœur aujourd'hui avec le Web 2.0, Facebook, Gmail, Google, etc. C'est exactement... Et déjà en 79, vous aviez pressenti ça. Ah oui. Qu'on est complètement dans la matrice, en fait. Oui. Et l'autre chose que vous... Alors, juste... Le fichier gamin, c'était un fichier qui était très controversé à l'époque, qui finalement n'a pas été créé, qui était destiné officiellement à surveiller l'évolution médicale des enfants, mais qui, in fine, aurait permis un contrôle social. Oui. Voilà. Et ça devenait un fichier social. Et donc un fichier policier, parce que ça permettait de repérer les délinquants dès l'école primaire. Oui. Ouais. Et c'était ça qui vous rapprochait de Foucault, le fait de concevoir que c'est une sorte de nouvel ordre social qui était en train de se mettre en place, notamment au moyen de l'informatique, mais qui visait non pas tant à attenter à la vie privée des gens, mais à attenter à leur liberté et exercer un contrôle social. C'est plutôt ça, oui. Enfin, Foucault, nous étions très liés, parce que Foucault avait été très intéressé par la création du syndicat de la magistrature. Ça l'intéressait de voir que ça venait de l'intérieur. Donc, on a eu beaucoup de discussions, etc. Et puis, quand il y a eu le GIP, le groupe d'information prison, j'étais parmi les fondateurs, donc on a beaucoup travaillé sur ces questions. C'est un groupe de réflexion qui existe encore, d'ailleurs. Oui. Qui essaie de parler, de donner la parole aux détenus. Et à ce débat où Michel Foucault était là, ça s'est mal terminé, d'ailleurs, parce que il y avait une bande de gauchistes complètement excités. Il leur a fait un bras d'honneur, il est parti. Il leur a fait un bras d'honneur, ils en faisaient des vrais flics. Mais lui, il sentait bien que le fichage pouvait être une autre forme de contrôle plus que social, une nouvelle contrôle étatique, quoi, qui est beaucoup plus doux, parce qu'on a besoin d'être fiché. Oui, c'est ça, c'est ce que vous racontez, c'est qu'on donne ces informations pour avoir des droits, pour être ami avec des gens sur Facebook, etc. Et au final, ça peut se retourner contre nous. D'où l'importance d'avoir des garde-fous. C'est d'autant plus important ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser de donner. Par exemple, vous pouvez refuser de donner votre carte vitale. Et le médecin va vous donner une feuille de maladie. Et donc, tous les gens qui donnent des feuilles de maladie au lieu d'utiliser la carte vitale peuvent être classés dans un fichier de gens rétifs. Donc, la carte vitale et donc ce sont des gens qui sont déviants. Or, avec l'évolution de la société, dévier des gens qui sont pour le développement durable, c'est quand même pas des gens anormaux. Or, vous détectez ces gens-là par défaut. Et dernière question, avec les révélations Snowden, maintenant, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces questions d'informatique et liberté, de vie privée, de terrorisme, et jusqu'où on peut aller trop loin dans l'abandon de certaines libertés au nom de la défense de la sécurité. C'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil ou qui vous a étonné? Parce qu'en 2005, vous étiez auditionné à la CNIL et vous regrettiez le fait que l'opinion publique ne se saisisse pas des enjeux informatique et liberté, qu'elle n'était pas vraiment intéressée, alors que là, maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui semblent s'y intéresser. Oui, ben ça constitue un progrès, oui. Oui, mais il n'y en a jamais assez. Hein. On ne sera jamais assez. Oui, parce que moi, je me suis battu, j'ai témoigné dans un procès. Vous savez, pour une cantine, il fallait prendre les... Donner les empreintes digitales, biométriques. C'est vraiment un autre monde, quoi. Alors, il y a toujours de bonnes raisons. C'est la CNIL, et la CNIL, suite à ça, la CNIL a édité une norme simplifiée qui fait que maintenant, on n'a même plus besoin de demander son autorisation à la CNIL. Il faut juste envoyer un papier à la CNIL en disant « Je sous-signé, va mettre une borne biométrique dans la cantine ». Mais vous voyez, c'est que... Et là, la CNIL, elle simplifie la tâche. Je pense qu'il y a un problème générationnel. Moi, je suis encore méfiant sur les cartes Visa, par exemple. Mais plus personne ne peut s'en passer. Or, c'est extraordinaire. Entre le Visa et votre portable, c'est extraordinaire pour vous pister. Et la vraie question, c'est qu'on recueille énormément d'informations sur les gens. C'est un risque.
Mais le problème, c'est surtout les techniques qui permettent de les exploiter. Quand vous avez des milliards à la seconde, des milliards d'informations qui circulent, et que vous pistez tel criminel ou tel, comment trouver ce qui est intéressant? Je me suis bien rendu compte quand j'ai visité le centre d'écoute. Ce qui est fondamental, c'est comment trouver ce qui est intéressant dans des millions. Je me souviens d'une de mes... Les frères Cauchy, par exemple, étaient sur écoute, mais qu'ils ne disaient bien évidemment rien au téléphone. Ma toute première mission en Uruguay, qui était le pays, contrairement à ce qu'on pense, bien plus que le Chili ou l'Argentine, le pays le plus surveillé, le plus répressif, c'est là où il y a le plus de disparus. Le gendarme de l'ambassade, j'étais allé à l'ambassade pour le cas où si j'ai un accident ou autre, il dit, mais méfiez-vous, les écoutes, c'est hyper sophistiqué, parce qu'ils ont des mots clés. Donc si vous prononcez le mot peuple ou réunion, donc dans l'exploitation des données, c'est comment trouver dans des millions de données la petite donnée qui va être... Et vous avez un téléphone portable? Oui, oui. Vous n'êtes pas particulièrement... Je n'ai plus de conversation délicate maintenant. Avant, quand j'étais à l'ONU, oui, c'était un problème. Je m'adressais plutôt aux cabines téléphoniques. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Mes raisons d'État, Louis Jouannet, c'est sorti à la Découverte en 2013. Et je vous dis à dans 15 jours.